Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, cette deuxième vidéo sera réservée à l'explication, à l'analyse, à l'étude toujours de la boîte à merveilles, mais cette fois-ci le premier chapitre. C'est parti. Voilà. Alors, avant de commencer, on va voir un petit peu euh, certains termes que j'aimerais bien que vous reteniez. Donc, nous avons vu que La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Donc, il s'agit, dans ce cas, d'un récit. Pourquoi? Parce que le récit, c'est une histoire qui est racontée par un narrateur. D'accord? Donc, le début d'un récit s'appelle l'incipit. J'aimerais bien que vous reteniez ce terme. Et la fin d'un récit s'appelle l'excipit. Donc nous allons voir le début de la boîte à merveilles, à savoir l'incipit, mais pas juste le début, puisque nous allons voir tout le chapitre numéro 1. Très bien. Bien, alors nous avons au début de la boîte à merveilles, donc dans l'incipit de la boîte à merveilles, le narrateur qui parle. Le narrateur, il est en même temps le personnage parce que nous remarquons l'utilisation du jeu. Nous avons vu que le soir, il a dit le soir, quand tous dorment, moi, je ne dors pas. Donc il s'agit d'un narrateur adulte. Pourquoi adulte? Parce que il utilise des énoncés qui sont ancrés dans la situation d'énonciation. Vous en faites pas, chers élèves, cette leçon, c'est la leçon de l'énonciation. Nous allons la voir tous ensemble. Personnellement, c'est la première leçon par laquelle je commence et c'est ce que je vais faire avec vous également, d'accord? Donc, je disais que le narrateur adulte, il se présente comme quelqu'un qui a du mal à dormir. Donc, il a dit, le soir quand tous dorment, moi, je ne dors pas. Donc, il n'arrive pas à dormir. Il souffre de l'insomnie. Donc, c'est une nuit sans sommeil. Et quand on a du mal à dormir, c'est parce qu'en général, nous avons un problème, quelque chose qui nous empêche de dormir. Donc, le narrateur, son problème, c'est la solitude. Il souffre de la solitude. Il a dit, je songe à ma solitude. Donc, la solitude ici du narrateur engendre un état profond de tristesse. Elle est associée à la tristesse. Le narrateur nous a un petit peu décrit cette solitude en disant qu'il en sent tout le poids. Donc c'est une solitude qui est pesante, mais également et surtout, c'est une solitude qui ne date pas d'hier. Donc c'est une solitude qui est ancienne. Face à cette solitude et à la nuit, donc il n'a pas grand-chose à faire, le narrateur a décidé de faire un retour en arrière. Donc, je suis chez moi, j'arrive pas à dormir, donc j'ai pas, par exemple, le portable, parce qu'on parle quand même des années 50, donc il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas grand-chose, qui va le distraire. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de réfléchir, de penser un petit peu aux causes de cette solitude qui traîne depuis longtemps, qui l'accompagne, qui le harcèle depuis longtemps. Donc, ici, on peut dire que le narrateur adulte plonge dans le passé. Très bien. Et c'est là où le narrateur enfant va prendre la relève. Donc, le narrateur Sidi Mohammed, ici, il était au début, c'était un adulte. Dans le premier et deuxième paragraphe, en réalité, c'est un adulte de 37 ans à peu près. J'ai déjà fait le calcul avec mes élèves. Et puis, dans le troisième chapitre, troisième paragraphe, quand il dit nous habitions d'Ashwafa, c'est le narrateur enfant qui parle. C'est Sidi Mohammed de 6 ans. Qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'il s'agit du narrateur enfant? Ben, tout simplement parce qu'il utilise des énoncés qui sont coupés de la situation d'énonciation. Très bien. Donc, le récit, toute l'histoire, en fin de compte, de la boîte à merveilles, c'est sous forme d'un retour en arrière, d'un flashback. C'est un récit de l'enfance qui est basé sur la mémoire d'un enfant de 6 ans. Très bien. Donc, on va voir un petit peu les souvenirs, on va les défiler en suivant l'ordre des souvenirs ou bien des événements qui sont racontés par le narrateur. Donc, il a commencé par le premier souvenir, sauf qu'ici, dans le premier souvenir, c'est le deuxième paragraphe, c'est toujours le narrateur adulte qui parle. Donc, il nous a il nous a expliqué, il nous a parlé du jour où il a décidé d'attraper un moineau.
Pourquoi faire? Pour faire de lui un ami, un compagnon. Mais ça n'a pas marché et c'est pourquoi le narrateur s'est senti triste. Il a commencé à pleurer. Donc, il nous a raconté ce souvenir. Pourquoi? Pour insister sur la profonde solitude qu'il ressentait depuis qu'il était tout petit. Deuxième souvenir, là, c'est le narrateur enfant qui va prendre la relève, comme je l'avais dit. Donc, il va commencer à nous présenter la maison où il a grandi et qui s'appelle Dar Shouafa. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voyante qui habitait dans cette maison qui s'appelait Kenza. Très bien, il va nous parler de Kenza et surtout, il va parler des rituels de Kenza qui l'ont énormément traumatisé. Donc, il s'agissait des soirées de Gnawa. Donc, Kenza, elle organisait une fois par mois des séances de Gnawa. Et Sidi Mohamed détestait ces séances car il imaginait que le lendemain de ces fêtes, les genoux rôdaient autour de lui et le touchaient avec leurs doigts brûlants. Donc, leurs doigts, il faut m'ajouter un S. Je vois ici une petite erreur. Donc, je disais que Sidi Mohamed détestait les soirées de Gnawa parce que déjà, il était dérangé par l'odeur du bain-joint et de l'encens, donc c'est le brûle, mais aussi et surtout parce que le lendemain de ces fêtes, il imaginait que les genoux rôdaient autour de lui, ça veut dire tourner autour de lui. Il commençait à le suivre, il commençait à rire, ils essayaient de le toucher, bien sûr que ce n'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, c'est le fruit de son imagination. Donc, je peux dire que le fait de nous parler de cela, c'est pour dire que lorsqu'il était petit, il avait des troubles psychiques parce que c'est pas normal qu'un enfant de 6 ans entende des voix et il sente même des genoux qui le touchent. Donc, c'est pas normal. Donc, c'était un enfant troublé psychiquement par les rituels de Kenza la voyante. Par la suite, le narrateur, il va passer à la présentation des habitants de la maison de la voyante. Et là, s'il vous plaît, il s'agit d'un tableau que je vais vous présenter. Vous devez impérativement l'apprendre par cœur. Vous n'avez pas le choix. Vous devez l'apprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer premièrement par le rez-de-chaussée, puis le premier étage et le deuxième étage. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Dans chaque étage, je vais vous parler de la femme, de son mari, de la fonction du mari et des enfants s'il y en a. Très bien. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, il y a juste Kenza, la voyante, ni mari, ni enfant. Pour le premier étage, il y a Rahma. Rahma, son mari s'appelle Driss Leoued. L'âge de Driss Leoued, il frise la quarantaine, pardon. Donc, il frise la quarantaine, ça veut dire qu'il est proche de 40 ans. Il n'a pas 40 ans, mais il est proche de 40 ans. Et son travail, c'est un fabricant de charrues. Fabricant de charrues, voilà un petit peu la charrue, c'est celle-là. C'est un instrument d'agriculture qui sert à labourer la terre. Donc, lui, il construisait les charrues traditionnelles. Voilà, ils ont une fille qui s'appelle Zineb. Très bien. Donc, au niveau du deuxième étage, il y a Lella Zoubida, la famille du narrateur. La maman s'appelle les Zoubida, elle a 22 ans. Le papa s'appelle Malim Abdeslam. Lui aussi, il frise la quarantaine. Lui aussi, il est proche de 40 ans, on peut dire 38 ans, 39 ans. Son travail, c'est un tisseron de haïk. Tisseron. Alors, c'est qui le tisseron? Le tisseron, c'est la personne qui tisse, ici, qui prend des fils et il tisse avec. Ici, vous avez un tisseron de tapis, hein, c'est pas un tisseron de haïk. Haïk, c'est quoi le haïk? Le haïk, le voici. C'est un vêtement traditionnel, c'est ce truc blanc, ce tissu blanc, c'est un vêtement traditionnel porté par les femmes à cette époque. D'accord? Donc, le Malim Abdeslam, il tissait le haïk. Il achetait des fils pour tisser le haïk, pour tisser ce vêtement. D'accord? Donc, ils ont un enfant, c'est Sidi Mohamed, c'est le narrateur, il a 6 ans. Toujours au niveau du deuxième étage, nous avons une deuxième famille qui s'appelle, deuxième famille, la femme s'appelle Fatma Bziouia, le mari s'appelle Ellel et son travail c'est un jardinier et ils n'ont pas d'enfants. Voilà, vous devez apprendre ce tableau. Il le faut, chers élèves. Très bien, donc je passe à la suite. Par la suite, il nous a parlé du père, de son père, Malim Abdeslam, avec lequel il entretenait de très très bonnes relations. Et le père racontait tout le temps à son fils des histoires sur l'au-delà. L'au-delà, ça veut dire la vie après la mort.
lui parlait du paradis et de l'enfer. Et Sidi Mohammed adorait ces histoires. Très bien, il va nous parler également de Abdullah l'épicier, que le narrateur n'a jamais vu, mais qu'il connaissait à travers les histoires de son père. Donc, Sidi Mohammed aimait beaucoup Abdullah l'épicier, même s'il ne l'a jamais vu, mais il le connaît à travers les histoires de son père. Je relis ma phrase. Donc, le père, à chaque fois où il voulait lui raconter une histoire, il lui disait Abdullah l'épicier a dit, Abdullah l'épicier a raconté. C'est comme ça qu'il le connaît. Très bien. Par la suite, le narrateur, il va se présenter davantage en expliquant qu'il était un enfant différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant rêveur. C'était quelqu'un qui aimait rêver. C'était quelqu'un qui aimait tout ce qui était invisible. Donc il a dit, j'avais un penchant pour le rêve, j'aimais l'invisible. Contrairement, pas ses amis, plutôt ses camarades de classe qui préféraient le visible. Très bien. Il nous a parlé également du frère, du Msid, l'école coranique qu'il fréquentait. C'était un homme long, maigre et barbu, il avait une barbe, et qui était très sévère et qui frappait les élèves avec sa baguette, son bâton de cognacier. Ben, pour ceux qui connaissent pas le cognacier, c'est l'arbre qui nous donne les coins. Les coins, c'est ça, les coins, c'est sfrj. Très bien. Et puis, il nous a parlé du souvenir du bas mort, que le narrateur considérait comme l'enfer, il le détestait. Il n'aimait pas aller avec sa mère au bas mort. Comme il a dit que heureusement, ces séances étaient assez rares, les séances de bas mort étaient assez rares. Donc, les fois où il n'allait pas avec sa mère au bas mort, soit il sort jouer à l'extérieur, soit il prend sa boîte à merveille. Et c'est la première fois où il va nous parler de la boîte à merveille, qui porte d'ailleurs le titre. C'est le titre de l'œuvre. Ben, personnellement, j'étais plutôt choquée, si j'ose dire, déçue, parce que parce qu'en lisant le titre la première fois, la boîte à merveille, je me disais, mais c'est quoi cette boîte à merveille? Je m'attendais à quelque chose de merveilleux, de magique. Mais en fin de compte, la boîte à merveille, c'était une boîte rectangulaire, sous forme d'un rectangle, qui contenait des objets hétéroclites. Hétéroclites, ça veut dire des objets variés, des objets différents. Là, je vous ai cité quelques objets qui étaient présentés par le narrateur, mais il y a un autre objet, on va le voir tous ensemble dans le deuxième chapitre. D'accord? Donc, parmi les objets, il y a des boules de verre, c'est-à-dire tout simplement des billes, ou encore des clous, voilà, avec des formes différentes et des tailles différentes. Il y avait un cadenas sans clé pour ceux qui ne connaissent pas le cadenas. Donc, cadenas avec clé, ok, ça marche, c'est bien. Mais cadenas sans clé, ça sert à quoi? Des anneaux de cuivre, ce sont des bagues de cuivre tout simplement. Quoi encore? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et voilà, donc, pardon. Il y avait des encriers vides également. Un encrier, c'est une bouteille, c'est celle-là, une bouteille où il y avait de l'encre. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de stylo. On utilisait la plume pour écrire. Donc, encrier vide, ça veut dire des bouteilles d'encre qui sont vides. Voilà. Il y avait également des perles, comme celle-ci. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi les perles. Très bien. Donc, tous ces objets, on va les voir pour nous, qu'est-ce que cela représente, et pour le narrateur, qu'est-ce qu'il représente. Alors, pour nous, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas des objets merveilleux, ils n'ont pas vraiment une valeur. C'est quasiment des ordures. Par exemple, cadenas sans clé, encrier vide, clou. Donc, c'est des ordures peut-être. Bon, sinon, c'est des objets qui n'ont aucune valeur pour nous. Ça, c'est pas merveilleux. Mais pour le narrateur, ce sont des objets qui ont une très grande valeur. Pourquoi? Parce que ce sont ses seuls amis. Parce que grâce à ces objets, il parvient à imaginer. Lui, quand il joue avec, il joue pas avec des clous et des billes. Non, il imagine des choses. Il imagine des personnages. Et voilà pourquoi il les considère comme merveilleux. C'est pourquoi je peux dire, si jamais on vous pose la question, que représente la boîte à merveilles pour vous? Alors, ou bien, pardon, pour Sidi Mohammed, on peut répondre en disant que la boîte à merveilles pour Sidi Mohammed constitue une échappatoire. Une échappatoire, ça veut dire un endroit pour s'échapper qui lui permet de fuir sa réalité morne, sa réalité triste, pour se réfugier dans l'imagination. Très bien. Donc, par la suite, il va nous parler de la dispute entre sa mère et Rahma, qui a eu lieu un lundi à cause du jour de lessive. Je vous explique à la va-vite
cette dispute entre Rahma et les Zoubida. Donc, comme vous le savez, dans la maison de la voyante, il y avait 4 ménages. D'accord? Il y avait les Rahma, les Zoubida, Fatma el-Bziouia et Kenza. 4 ménages, alors qu'il n'y a il n'y a qu'une seule terrasse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sorte de planning chaque jour pour un ménage. Donc, lundi, c'était réservé pour les Zoubida, pour faire la lessive. Voilà la lessive. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la lessive. Donc, Rahma, peut-être qu'elle a oublié, l'essentiel c'est qu'un lundi, Rahma a décidé de faire la lessive. Sa lessive, eh bien, les Zoubida n'ont pas accepté, bien sûr. Il y a eu une énorme dispute. Et voilà, c'est plutôt rigolo, franchement, ça m'a fait rire. Vous devez lire ce passage, très intéressant. L'essentiel, les 2 femmes se sont disputées pendant le jour et la nuit, quand les hommes sont revenus, il y a eu une deuxième dispute entre Rahma et les Zoubida, chose que Sidi Mohamed n'a pas pu, comment dirais-je, supporter, et c'est pourquoi il a perdu connaissance. Il y a eu la perte de connaissance, l'évanouissement de Sidi Mohamed à cause de ces disputes. Donc, on peut dire que Sidi Mohamed, c'est un enfant qui est très fragile et très sensible. Voilà, donc c'est la fin du chapitre numéro 1. Un petit résumé à la va-vite. D'ailleurs, c'est le résumé que je partage avec mes élèves. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi à chaque fois je vous dis, vous pouvez carrément garder un porte-vue et vous pouvez télécharger les documents. Ce sont mes, comment dirais-je, c'est le cours que je partage avec mes élèves et en général, ils ont de très très bonnes notes. D'ailleurs, cette année, beaucoup de mes élèves, un de mes élèves, il a eu 20 sur 20 en normalisé et quelques-uns, ils ont eu des 19 et des 18 et ça fait énormément plaisir. D'accord? Donc, résumé du premier chapitre. Donc, l'œuvre s'ouvre, L'œuvre s'ouvre sur la présentation du narrateur adulte qui souffre de l'insomnie causée par la solitude. Il décide de revenir sur son passé pour chercher les causes de son problème. L'enquête basée sur les souvenirs débute par la mise en évidence des troubles psychiques de Sidi Mohamed engendrés par le rituel de la voyante. Le narrateur, en fond, passe à la présentation des habitants de Dal Chouafa, du frère d'Abdullah l'épicier et de son père qui lui racontait des histoires sur l'au-delà. Le narrateur nous parle ensuite de sa mère et des séances du bain mort qu'il considérait comme l'enfer. Le chapitre se ferme sur une querelle entre Rahma et les Zoubida à cause du jour de lessive. Voilà, chers élèves, notre séance touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Sinon, notre prochaine séance sera réservée à la première leçon de langue, à savoir l'énonciation. Juste une petite remarque, si vous êtes intéressé par le fait de vous lire le chapitre, donc je fais une lecture, comment dirais-je, plutôt lente pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la lecture, et en même temps j'explique quelques mots difficiles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me l'écrire au niveau des commentaires. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.